Bonjour, eh bien on lance notre live. On a 5 minutes d'avance et je vais commencer à répondre à quelques questions qui ont été posées au préalable. Et je vais commencer à y répondre en français. Et après, si vous me posez des questions en anglais, je répondrai en anglais. Donc la première question qui m'a été posée, c'est... Est-ce que l'endolift est une bonne technique pour éliminer les poches? Oula, la première question, c'est est-ce que l'endolift est une bonne technique pour éliminer les poches? Non, on va regarder cette question. Pas du tout. L'endolift, c'est une sorte de petit laser qu'on passe sous la peau, qui chauffe légèrement la peau. Donc je vois pas en quoi ça va enlever les poches. Les poches de graisse, c'est une extériorisation de la graisse rétro-orbitaire qui vient se mettre sous le muscle orbiculaire. Donc l'endolift va pas du tout enlever la poche de graisse, non. Injectez-vous le menton? Oui, bien sûr, j'injecte très souvent le menton. J'injecte le menton quand il y a une petite rétrognatsie. En fait, c'est très simple. Vous voyez la pointe du nez et la pointe du menton. Normalement, ça doit être tout droit et ça doit se toucher si vous mettez une feuille. Quand le menton est un petit peu reculé, c'est très joli de l'avancer légèrement. J'injecte le menton très souvent quand j'injecte un jawline pour un petit peu retendre l'ovale. Oui, bien sûr, j'injecte le menton. Quand et pourquoi pratiquer une pinch chez un homme? Alors, j'ai une question qui est quand et pourquoi pratiquer une pinch blépharoplastie chez un homme? Quand il y a un problème de peau. Ça veut dire quand la peau est un petit peu fripounée au niveau de la paupière inférieure. On a quelques solutions. La première est de faire un laser CO2 qui va brûler la peau et la rétracter. Mais dans ce cas-là, la rougeur va rester. Mauvaise connexion. Bon. Désolé, la connexion n'était pas bonne. Donc je reprends. La pinch, c'est quand la peau est fripée au niveau de la paupière inférieure. On peut soit faire un laser, soit faire une pinch. C'est quoi la pinch? C'est pincer la peau de la paupière et la couper. Pourquoi la pinch? Parce que la pinch, on ne va pas décoller du tout ni la peau, ni le muscle orbiculaire. Et c'est en décollant la peau ou le muscle qu'on va léser les petites terminaisons nerveuses du muscle et qu'on va modifier le regard. Donc la pinch, c'est retendre la peau sans modifier et prendre un risque de modifier le regard. Quel acide conseillez-vous pour le menton? Moi, je mets du Voluma parce que je travaille avec les laboratoires Allergan dans la gamme Juvederm. Donc, le Voluma Juvederm, c'est le plus dense de la gamme. C'est celui qui reste le plus longtemps. Il doit rester à peu près 2 ans. Et c'est un acide hyaluronique avec lequel j'ai l'habitude de travailler depuis plus de 15 ans. Est-ce que ça dure longtemps? Parce que celui-là dure longtemps. Et quand on fait du volume et un menton, il faut un acide qui dure. Les poches malaires, une solution? Ah, les poches malaires, une solution. Non, les poches malaires, il n'y a pas de solution, il y a plusieurs solutions. La poche malaire, c'est quoi? C'est un œdème lymphatique au niveau de l'os malaire. Là, c'est un œdème de lymphe, c'est un excédent de lymphe qui est à ce niveau-là. Et pourquoi on a une poche malaire? Ni moi ni le bon Dieu, on ne sait pas pourquoi on a une poche malaire. Il y a de la lymphe qui est là. Déjà, il ne faut pas l'aggraver. Pas faire de botox sur la patte doigt pour relâcher le muscle et aggraver la poche malaire. Pas faire d'acide hyaluronique dans le cerne qui va boucher les lymphatiques et aggraver l'œdème lymphatique. Les solutions chirurgicales, elles sont pas évidentes puisqu'on ne connaît pas la cause, donc elles risquent de récidiver. En général, je tends le muscle, j'accroche le muscle à l'os et je mets de la graisse autour de la poche malaire, mais c'est une solution chirurgicale un peu agressive et je peux pas signer à ma patiente qu'il n'y aura pas de récidive parce que j'ai pas traité la cause de la poche malaire. Maintenant, moi, je travaille beaucoup les poches malaires en médecine esthétique, en injectant un peu de cortisone retard au niveau de l'os. Interruption. La connexion arrive ou c'est le wifi? Ouais, c'est le lait. Bon. La connexion est repartie. Donc, j'injecte souvent de l'acide hyaluronique dans la vallée des larmes et un peu de cortisone dans la poche malaire. Je la fais pas disparaître, mais je l'améliore. Bonsoir. Après une intervention des yeux haut et bas, au bout de combien de temps sommes-nous présentables? En général, au mieux 8 jours, au pire 15 jours.
Bonjour, recommandez-vous des injections de Lemon Bottle pour accentuer le gène? Je ne sais pas du tout ce qu'est le Lemon Bottle. Alors, je vais vous dire une chose. Mes patients ne sont pas des cobayes. Je n'injecte aucun produit que je ne connais pas. Je déteste le Radies. Je déteste le Sculptra. Je déteste tous les produits qu'on ne connaît pas, dans lesquels on n'a pas assez de recul. Parce que c'est des produits inducteurs tissulaires, etc. En fait, c'est des produits qui vont donner de l'inflammation, et c'est cette inflammation qui va faire le volume. On ne gère pas l'inflammation c'est dur. Donc le Lemon Bottle, je ne sais pas ce que c'est. L'acide hyaluronique, pourquoi c'est un bon produit? Parce qu'on peut l'enlever. Quand il y a un problème, on a une antidote. Et la graisse, pourquoi c'est le meilleur? C'est cher. Et la graisse, pourquoi c'est le meilleur des produits? Parce que c'est naturel, c'est votre propre graisse et qu'il n'y a aucun risque. Mais tous les autres, je n'injecte pas. Bonjour, les rides au-dessus de la bouche. Les rides au-dessus de la bouche, c'est très intéressant. La bouche, là, c'est un muscle qu'on appelle l'orbiculaire des lèvres. Où on la prend en médecine esthétique avec des injections, et on demande à la patiente de faire U. Quand on fait U, si beaucoup de rides s'accentuent, on fait du botox pour relâcher la contraction du muscle orbiculaire, et on injecte dans les rides permanentes de l'acide hyaluronique de façon très superficielle pour chaque ride qui ne sont pas dues au muscle, qui sont là installées de façon permanente, ce qu'on appelle le code barre. Maintenant, moi, j'utilise beaucoup de... Donc, je reprends. 5 secondes et après ça repart. J'utilise beaucoup de nanophates, de cellules souches de graisse et de facteurs de croissance pour traiter les rides de la lèvre supérieure, parce que c'est de la médecine régénérative. Désolé, j'ai un problème de connexion. Dès qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte, on a une chute de la connexion. Donc, je disais que j'injecte beaucoup de nanophates sur la lèvre pour traiter la qualité de peau au niveau des rides et du code barre. Vous injectez vous-même l'acide hyaluronique ou des collaborateurs? C'est moi-même qui ai fait tous mes patients, qui opère et qui fait ma médecine esthétique. L'œil rétréci avec l'âge devient plus petit. Comment retrouver l'œil de ses 20 ans? Alors, c'est pas l'œil qui rétrécit avec l'âge. En fait, on vieillit avec un œil creux. L'œil creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu du volume au niveau de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Et on a un œil qui se creuse, qui vieillit en perdant de la graisse au niveau de l'orbite. Et donc, on remet de la graisse. C'est ce qu'on appelle une lipostructure de l'œil creux. Je fais ça extrêmement souvent et ça donne d'excellents résultats. Et comme vous le dites, on retrouve le regard qu'on avait beaucoup plus jeune. Combien de temps durent les injections de graisse? Les injections de graisse, elles vieillissent avec les patients. Ça veut dire que quand on est très jeune et qu'on a 30 ans et qu'on fait une injection, l'injection de graisse vieillit avec les patients. Ça veut dire que quand on est jeune et qu'on fait ça à 30 ans, ça va rester de façon pratiquement permanente parce qu'on vieillit lentement à 30 ans. Quand on a 70 ans et qu'on fait des injections de graisse, elles vont vieillir plus rapidement parce qu'on vieillit plus rapidement. Et parce qu'on est ménopausé, parce que les tissus qui prennent la greffe de graisse sont de moins bonne qualité, il y a moins de vaisseaux, moins de cellules souches, etc. Donc ça dépend beaucoup de l'âge auquel on fait l'injection de graisse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'injection de graisse n'est pas un produit résorbable, c'est pas un produit non plus permanent, parce qu'un produit permanent, si on le met à 30 ans et qu'il reste là à 80 ans, c'est pas joli non plus. Et donc c'est un produit naturel qui vieillit avec le patient. Pour moi, c'est ça la durabilité idéale d'un produit. La graisse pour les lèvres, c'est quoi? Il y a marqué. C'est génial. La graisse pour les lèvres, c'est génial. Alors, ça donne du volume, la graisse pour les lèvres, et moi je pratique beaucoup de nanophates dans les lèvres pour régénérer la muqueuse, et je trouve ça un petit peu plus subtil que la graisse qui gonfle un peu beaucoup. Bonsoir. Est-ce que sur les cernes teintes marron, l'opération marche? Oui. Le nanophate marche sur les cernes. Ça veut dire, déjà quand on va mettre de la graisse en microphate, c'est-à-dire une micro-lipostructure pour donner du volume, la graisse est jaune, donc ça va diminuer la couleur marron. Mais quand on va faire du nanophate sous la peau, ça veut dire qu'on va injecter des cellules souches de graisse et des facteurs de croissance, on va régénérer les vaisseaux, on va régénérer le collagène, on va épaissir la peau, on va rendre la peau moins transparente, donc moins foncée, donc ça marche, et c'est la seule chose qui marche sur la coloration marron. J'ai 25 ans, je peux injecter la graisse dans le menton et les cernes de façon pérenne? Oui, c'est ce que je viens de dire. Plus on est jeune, plus ça va tenir longtemps parce que vous avez de bonnes cellules souches.
combien de temps... Non, quels sont les effets secondaires potentiels du Botox? Quels sont les effets secondaires potentiels du Botox? Eh ben déjà, ça peut faire tomber les sourcils. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Botox, quand on le met sur le muscle du front, le job du muscle du front, c'est de lever les sourcils. Et bien, quand on botoxe le muscle du front, les sourcils vont tomber. Premièrement. Donc, quand on veut, au contraire, lifter le sourcil, il ne faut pas mettre du Botox sur le front. Il faut mettre du Botox là et là. C'est obligatoirement bloqué. Alors, deuxièmement, les effets secondaires de poche malaire. L'aggravation d'une poche malaire. S'il y a une poche malaire, il ne faut pas faire de Botox au niveau de la patte doigt. Ou sinon, le Botox, c'est un médicament qui marche merveilleusement bien pour traiter les rides d'expression. Les injections de bloc se font obligatoirement au bloc opératoire, même pour les petites corrections. Très très bonne question. Pour l'instant, oui, parce qu'en France, c'est la loi. Mais très prochainement, on va pouvoir développer des sortes de seringues qui vont nous permettre de faire ça en cabinet. Ça va arriver rapidement. Aujourd'hui, je le fais au bloc opératoire, le plus souvent sous anesthésie, parce qu'on fait tout le visage, mais plus en plus, je le fais sous anesthésie locale quand je fais qu'une zone, que les cernes, que les pommettes, que le jawline. Et puis, je pense que c'est une technique qui va se développer de plus en plus et qu'on va arriver très prochainement à la faire en cabinet, en médecine esthétique. Y a-t-il des avantages à combiner plusieurs procédures de rajeunissement du visage? Y a-t-il des avantages de combiner plusieurs procédures de rajeunissement du visage? Oui, bien sûr, parce que on vieillit harmonieusement. Donc il faut savoir rajeunir harmonieusement. Et très souvent, il faut combiner plusieurs procédures, parce que le vieillissement, c'est des fois le visage qui... Ah, je reprends, mauvaise connexion. Des fois, c'est l'ovale qui tombe et le cou, il faut savoir faire un lifting. Il y a une perte de volume, il faut savoir mettre de la graisse. Il y a de la chirurgie des paupières, il faut savoir l'opérer. Il y a une mauvaise qualité de peau, il faut savoir régénérer la peau. Oui, bien sûr qu'on combine plusieurs procédures pour embellir les gens. Are you planning on a visit to Russia in the near future? Do I'm planning for a visit to Russia in the near future? Yes, I think that I will be there end of March, soon. Que faut-il faire quand on commence à avoir des bajoux et la peau qui relâche autour de la bouche? Des bajoux Que faut-il faire quand on a des bajoux et la peau qui relâche autour de la bouche? Alors, tout dépend de l'aspect des bajoux. Si vraiment les bajoux sont très importantes avec une bajoux sont légères, on peut faire un jawline, on peut faire des machines comme l'Ultera. Donc, tout dépend. Il faut faire vraiment une consultation pour pouvoir donner une indication, un diagnostic précis. La graisse peut donner des résultats asymétriques. Comment faire s'il y en a trop? Déjà, ça donne rarement des résultats asymétriques parce qu'on compte exactement les seringues qu'on met, on les met de la même façon. En général, écoutez, ça fait 20 ans que j'ai de la graisse, j'ai rarement des gens où il y en a eu trop, parce que la graisse n'est jamais autant gonflée que l'acide hyaluronique, et la graisse, ça se positionne bien, donc c'est très souvent naturel, et j'ai rarement le problème d'en avoir trop. Souvent au début, les gens ont peur, mais au bout de 3-4 mois, ça se met en place et ça marche très bien. Quels sont les risques des injections de graisse? Quels sont les risques des injections de graisse? Le risque des injections de graisse, c'est de... Les risques des injections de graisse, c'est quand on prépare mal la graisse, qu'on défibre. Allô? Ah, c'est le serveur Instagram, je pense qu'il y a... On était en train de parler quoi? Quels sont les risques des injections de graisse? Quand la graisse est mal préparée, quand la graisse n'est pas défibrosée, on risque d'avoir des kystes. Quand la graisse est injectée de façon trop superficielle, on risque d'avoir des boules. Quand il y a trop... Il faut vraiment aller consulter un chirurgien qui a l'habitude de faire de la graisse, surtout dans le visage, surtout au niveau des zones casse-gueule qui sont les cernes, la paupière, le regard, là où la peau est très fine. Je vous conseille d'aller vraiment consulter un spécialiste pour ces zones-là, parce que c'est un truc très technique et qu'il faut en faire beaucoup et qu'il faut avoir l'habitude de gérer la graisse dans ces zones touchy. En 20 ans, quelles ont été les complications que vous avez vues? En 20 ans, quelles ont été les complications que j'ai eues?
J'ai eu beaucoup de complications en 20 ans, c'est mon métier, c'est la chirurgie. Si on veut pas avoir de complications, eh ben on fait pas de chirurgie, on ne devient pas chirurgien. Par contre, en 20 ans et avec l'expérience, j'ai appris à les gérer. J'ai appris à les réopérer, j'ai appris à les reprendre et j'ai appris à ramener quasiment tous mes patients à bon poste et à les ramener comme à la position initiale. Peut-être en les reprenant, en opérant. Ça veut dire aujourd'hui, avec mon expérience, je ne me tourne plus en disant je vais vous envoyer chez un spécialiste parce que je ne comprends pas ce qui vous arrive. J'ai eu toutes les complications et je sais à peu près toutes les gérer. Recommandez-vous le massage des cicatrices par un kiné? Le massage des cicatrices par un kiné, au niveau des paupières, il n'y a pas besoin parce que parce qu'il n'y a jamais de cicatrices hypertrophiques ou de cicatrices kéloïdes. Maintenant, tout dépend des cicatrices. Si c'est les seins, l'abdominoplastie, souvent il faut les masser, oui, en post-opératoire. Quelles sont les zones du visage qui peuvent bénéficier des injections de graisse? Quelles sont les zones du visage qui peuvent bénéficier des injections de graisse? Eh bien, partout dans le visage. La graisse, on peut la mettre en volume. Le gros avantage de la graisse, c'est qu'on peut la mettre partout. Dans la paupière du haut, dans la paupière du bas, dans les sillons nasogéniens, dans les rides superficielles, dans les rides profondes, au niveau du cou, partout, partout, partout. C'est un produit naturel. Et plus on va superficiellement, plus on casse la graisse et plus on la rend fluide. Plus on va aller en profondeur, plus on défibrose la graisse et on le laisse donner du volume. Et la graisse, c'est un peu le produit du 21e siècle. Parce qu'il peut se mettre partout et qui donne des résultats partout. Pourquoi préférez-vous la graisse à l'acide hyaluronique en règle générale? Pourquoi je préfère la graisse à l'acide hyaluronique en règle générale? Parce que l'acide hyaluronique, il a plein de défauts. Je pense que le seul avantage qu'on peut donner à l'acide hyaluronique, c'est qu'on peut l'enlever. Maintenant, l'acide hyaluronique se comporte comme une éponge, il gonfle, il prend l'eau, il prend jusqu'à 5 fois son volume en eau. L'acide hyaluronique, il faut jamais le mettre autour de l'œil parce que ça donne toujours des catastrophes et que c'est des zones où on peut pas le mettre, donc on peut pas le mettre partout, donc finalement on gonfle les pommettes, on creuse les yeux, c'est pas harmonieux. L'acide hyaluronique, il est monophasique, quand vous le mettez sous la peau, il reste sous la peau, quand vous le mettez sur l'os, il reste sur l'os, et quand vous souriez, ça monte en boule, tout le monde commence à se ressembler. L'acide hyaluronique, c'est pas un produit très esthétique, c'est pas un produit très naturel, c'est pas un produit qui se résorbe complètement, et c'est un produit qui gonfle, c'est une éponge qu'on vous met et qui donne pas des résultats très naturels. Je vous dis, le seul avantage qu'a l'acide, c'est qu'on peut l'enlever. Est-il possible d'avoir besoin de plusieurs sessions d'injection jusqu'à obtenir le résultat souhaité? Est-il possible d'avoir plusieurs sessions d'injection pour obtenir un résultat souhaité? Ça dépend d'où on part. Si on est très très maigre, par exemple avec un regard excessivement creux, des fois il faut faire 2 séances. Mais en général, je pratique qu'une séance d'injection de graisse et on recommence au bout de 5-6 ans. Quelles sont les techniques utilisées lors d'une blépharoplastie d'addition? En quoi change-t-elle de la traditionnelle? Les techniques utilisées dans une blépharoplastie d'addition, en quoi ça change de la blépharoplastie traditionnelle? La blépharoplastie d'addition, c'est une réponse à la compréhension du vieillissement du regard. L'œil ne vieillit pas avec un excédent de peau et que des poches, mais l'œil vieillit avec une perte de volume comme le reste du visage. Une paupière supérieure, c'est plus un sac qui se vide qu'un excédent de peau, et une paupière inférieure, elle vieillit avec des poches et un creux du cerne. Donc la blépharoplastie d'addition, c'est restaurer les volumes de la paupière en même temps qu'on enlève une poche, en même temps qu'on résèque un petit peu de peau, et c'est un mix de je coupe un peu de peau et je rajoute beaucoup de volume. Et le seul produit qu'on peut rajouter au niveau de l'œil, c'est de la graisse. Combien de temps dure l'injection de graisse pour les cernes? L'injection de graisse pour les cernes, elle peut durer très très longtemps. Ça dépend comment on la met, etc. Mais en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on est jeune, plus ça dure. Quand on fait ça à 30 ans, on n'a pas besoin de le faire avant 40, 45, 50. Maintenant, si on ne l'a pas fait, 20 ans après, on est pire. Donc on refait souvent de la graisse au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quels sont les coûts associés à une procédure de blépharoplastie? C'est quoi les coûts associés? Le tarif. Les coûts associés aux procédures de blépharoplastie. Alors, tous les devis sont donnés après une consultation ou une téléconsultation. Pourquoi? Parce que chaque cas est spécifique, parce que chaque cas c'est du sur-mesure, il y a plus ou moins de travail, plus ou moins d'injections, etc., etc. Donc je ne peux pas donner des coûts globaux pour toutes mes interventions. Je fais une consultation et je donne un devis précis pour chaque
cas que je dois opérer. Recommanderiez-vous de faire des injections de graisse exclusivement avec un chirurgien ou est-ce que ça peut être pratiqué par un autre praticien? Alors, à l'heure actuelle, la législation en France impose que les injections de graisse se fassent au bloc opératoire, qu'il y a un prélèvement de graisse, donc ça ne peut être qu'un chirurgien qui fait des injections de graisse. Et je pense que c'est pas mal de redonner un petit peu la médecine esthétique aux chirurgiens, parce que en ce moment, ce qu'on voit, c'est quand même beaucoup d'excès avec des médecins esthétiques qui font de la médecine esthétique sans avoir la même formation que les chirurgiens. Quelle est la période de récupération typique après des procédures de rajeunissement du visage? La période de récupération typique, c'est entre 8 et 15 jours. Est-ce que les sutures se voient sur les paupières? Les sutures ne se voient jamais sur les paupières supérieures parce qu'elles sont dans le pli de la paupière. Et les sutures au niveau de la paupière inférieure se voient la première semaine, mais quand on enlève les sutures, la cicatrice ne se voit pas, elle est dans les cils de la paupière inférieure. Comment se déroule l'injection de graisse? Anesthésie locale ou totale? Totale quand on doit faire plusieurs zones au niveau du visage, c'est-à-dire les tempes, les paupières, les cernes, le jawline, les pommettes et qu'on doit injecter beaucoup de graisse. Locale quand on peut faire qu'une zone, c'est-à-dire ou le cerne, ou la pommette, ou le jawline, etc. Vous pensez quoi de toutes les injections illégales? Je pense que c'est une catastrophe. Je ne comprends pas les patientes qui se font massacrer pendant les injections illégales et qui ne vont pas après à la police pour condamner ces injections illégales et pour que les gens aillent en prison. Je trouve que ce qui se passe en ce moment sur Instagram, de se faire avoir par des gens qui ne sont pas médecins, c'est de l'exercice illégal de la médecine, c'est dangereux, c'est très dangereux et c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Y a-t-il des alternatives aux injections et à la chirurgie pour un rajeunissement du visage? Oui, il y a des alternatives à la chirurgie, aux injections pour le rajeunissement du visage. Ça peut être le Morpheus 8, ça peut être l'Ultera, ça peut être des petites machines. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui rajeunissent. Mais après, ça dépend si on le voit sous l'œil d'un chirurgien avec des résultats waouh avant-après, ou des petites techniques d'entretien, de rajeunissement comme ça, qui marchent très très bien. Combien coûte la première consultation pour le devis? En physique, elle coûte 100 € et en téléconsultation, elle coûte 50 €. Comment regonfler une tempe? Comment regonfler une tempe? C'est très facile. J'aime bien l'acide hyaluronique dans la tempe. Vous voyez, il y a des fois où je dis du bien de l'acide hyaluronique parce que ça dure assez longtemps. Et quand j'ai de la graisse sur la table, par de la graisse. Pour les cernes, y a-t-il autre chose pour améliorer, type laser? Non, pour les cernes, il n'y a rien d'autre qui améliore un cerne creux, que ce soit les lasers, les peelings dépigmentants, etc. J'ai essayé ça toute ma vie, j'ai jamais rien trouvé qui marchait. La seule chose qui marche vraiment, c'est le nanofat, l'injection de graisse, donner du volume, régénérer la peau. En quoi consiste le jawline? En allant émousser un petit peu la bajoue, en injectant de part et d'autre de la bajoue, de l'acide hyaluronique ou de la graisse, pour retendre un petit peu le jawline. Y a-t-il un intérêt à injecter du nanofat pour des visées d'amélioration de qualité de peau, tout simplement, Oui, quand on est jeune? oui, il y a de l'intérêt à injecter du nanofat pour des visées de qualité de peau, même quand on est très jeune. Je le fais énormément sur les cicatrices d'acné avec des très 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 bons résultats. Parce que ça va carrément régénérer la peau, traiter la cicatrice et diminuer nettement les cicatrices d'acné. J'ai rarement vu une technique qui marche aussi bien sur les cicatrices d'acné. Sur les cernes pigmentaires, ça marche très très bien parce que ça diminue la pigmentation. On commence à travailler sur les repousses des cheveux, donc on est au b.a-ba de ces techniques. Et oui, il y a un intérêt, ça marche beaucoup mieux que le PRP et ça marche beaucoup mieux que les acides hyaluroniques parce que là, on rentre dans l'ère de la médecine régénérative et on régénère la peau, on la rajeunit plus. Régénérer, ça veut dire amener des fibres élastiques, amener des fibres collagènes, amener des vaisseaux sanguins et vraiment redonner une peau plus jeune. En quoi le nanofat diffère d'une graisse? Le nanofat, ça diffère de la graisse normale parce que dans le nanofat, il n'y a plus de graisse du tout. Dans le nanofat, c'est des cellules souches et des facteurs de croissance. En fait, on prend la graisse, on la défibrose, on fait des volumes avec. Ensuite, on la casse en faisant 30-40 allers-retours. Ensuite, on la passe à travers un double filtre et
c'est là, il n'y a plus de cellules graisseuses, c'est du nanofat, c'est comme du consommé de graisse, et c'est là où il y a toutes les cellules souches et les facteurs de croissance. Est-ce que le nanofat peut être utilisé autre part que sur le visage? Le nanofat peut être utilisé autre part que sur le visage, bien sûr. Les cellules souches, ça va être vraiment la révolution du 21e siècle et dans la médecine régénérative. On va commencer très probablement à l'utiliser dans l'arthrose, on l'utilise dans les fistules anales, on va l'utiliser dans énormément de choses, oui. Comment jaugez-vous le nombre de seringues de graisse qu'il vous faut pour un rajeunissement du visage? Comment je jauge le nombre de seringues qu'il me faut pour un rajeunissement du visage? Très bonne question. Déjà, je vois tout ce qu'il y a. Je vois la photo jeune. Je vois aujourd'hui comment on est, les volumes qu'il y a à restaurer, etc. Et il y a beaucoup d'expérience dans combien de seringues il faut mettre. Et c'est à force d'en faire qu'on jauge bien. Où prélevez-vous la graisse? Où je prélève la graisse, le plus souvent au niveau de la face interne des cuisses ou de la face interne du genou ou au niveau de l'abdomen. Comment décidez-vous de mettre de la graisse ou de l'acide hyaluronique dans le jawline? Quand je suis au cabinet et que je n'ai pas de graisse, bien sûr, je préfère mettre de l'acide hyaluronique. C'est beaucoup plus facile, je n'ai pas besoin d'aller prélever de la graisse, etc. Maintenant, quand j'ai de la graisse sur la table, je préfère mettre de la graisse. C'est beaucoup plus naturel, ça ne gonfle pas comme l'acide hyaluronique. Le problème dans le jawline, c'est qu'il faut mettre beaucoup de produits. Et quand vous mettez beaucoup d'acide hyaluronique, ça peut donner une mâchoire un petit peu carrée, un petit peu gonflée. Donc quand on met de l'acide hyaluronique, il faut avoir l'habitude et être un petit peu moins correcteur que quand on met de la graisse qui ne va pas gonfler, qui va lifter beaucoup mieux, qui va s'intégrer beaucoup mieux dans les tissus. Très bonne question. Est-ce vrai que le nanofat dure très longtemps? Oui, parce que plus on voit du nanofat et plus on a du recul et plus on voit au bout d'un an, 2 ans, les actions du nanofat continuent à s'améliorer, ce qui est un petit peu normal puisque le nanofat a donné des nouveaux vaisseaux, des nouvelles cellules collagènes, etc., etc. Oui. Sur une personne très mince, est-ce possible de prélever la graisse? Ça s'appelle du vol de graisse. On y arrive. Alors, il ne faut pas avoir beaucoup de choses à faire, mais en général, pour le regard simplement, je me débrouille, même quand quelqu'un est très très mince, j'arrive à aller voler de la graisse un peu partout dans les jambes. Y a-t-il des soins post-opératoires à suivre après une intervention? Les soins post-op après une injection de graisse, pas grand-chose. Les 2 premiers jours, on met de la glace, et puis il n'y a pas grand-chose à faire. Je préconise ni massage, ni soins particuliers, non. Quel est le futur de ces injections de graisse? Comment ça va évoluer selon vous? Quel est le futur des injections de graisse? Selon moi, je pense que ça va détrôner complètement la médecine esthétique. Je pense qu'au XXIe siècle et que la jeune génération qui arrive ne fera plus que de la graisse en médecine esthétique. Je pense qu'on va énormément développer les cellules souches et la médecine régénérative. Je pense que l'on va peut-être même faire des cultures de cellules de graisse. Enfin, il y a un avenir radieux, à mon avis, dans la graisse dans les années qui viennent, parce que c'est un produit naturel, parce que ça fait 20 ans que je fais ça et que je vois l'avantage de la graisse par rapport à toutes les autres injections, et donc je suis persuadé que ça va détrôner toutes les injections. Est-ce qu'on peut injecter de la graisse sur un front plat? Bien sûr qu'on injecte de la graisse sur un front plat, je le fais très souvent aux patients asiatiques. La seule chose, c'est qu'il faut bloquer le front pendant les 3 premiers mois pour que la greffe prenne bien, et donc je fais très souvent un botox avant. Est-ce que les injections pourront se faire en anesthésie locale? Les injections pourront se faire en anesthésie locale. J'y travaille fortement et je pense que d'ici 1 an ou 2, on va arriver à en faire pas mal sous anesthésie locale. Comment ça va se passer exactement? Comment ça va se passer? On est en train de travailler sur des instruments qui vont nous permettre, en circuit fermé, d'injecter de la graisse, de prélever de la graisse, de la défibroser sans être à l'air et de la réinjecter immédiatement. Mais c'est pas facile et on n'est pas rendu encore. Comment en êtes-vous arrivé au rajeunissement du visage, à vous spécialiser dans le rajeunissement du visage? Comment je suis arrivé à me spécialiser dans le rajeunissement du visage par la graisse?
Eh bien, parce que je suis chirurgien ophtalmo au départ. Après, j'ai fait de la chirurgie oculoplastique. Après, je me suis spécialisé en chirurgie du regard, en blépharoplastie. Il y a plus de 20 ans, j'ai compris que dans la blépharoplastie, si on voulait des jolis résultats, il fallait faire de l'addition. Il fallait remplir les paupières de graisse. Donc, je me suis spécialisé en graisse. Et depuis que je fais de la graisse dans les paupières, eh bien, j'en fais partout. Parce que je trouve qu'il y a énormément d'avantages par rapport à tous les autres produits qu'il y a sur le marché à faire de la graisse dans le visage. C'est un produit naturel, il n'y a pas de rejet. Et les résultats sont de loin plus naturels et plus jolis qu'avec tous les produits que je vois sur le marché. Y a-t-il des conditions médicales qui pourraient affecter ma capacité à faire cette intervention? Des contre-indications, des choses comme ça? Les contre-indications médicales à faire une injection de graisse, s'il n'y a vraiment pas de graisse du tout, s'il y a des contre-indications médicales à l'anesthésie générale, mais si vous voulez, par rapport au filler, à l'acide hyaluronique, où il y a beaucoup de contre-indications médicales sur les maladies auto-immunes et les réactions allergiques, etc., on n'a pas du tout ça avec la propre graisse des gens, parce qu'on n'a aucun risque avec une maladie auto-immune d'aller mettre la graisse des patients. Pourquoi sur... comment ? Pourquoi sur certains résultats qu'on peut voir sur Internet, on peut voir des boules et des microkystes? Qu'est-ce qui s'est passé sur certaines... Je ne regarde pas beaucoup Internet. Pourquoi sur certains résultats qu'on voit sur Internet, on peut voir des boules et des microkystes? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je ne regarde pas beaucoup les mauvais résultats sur Internet, donc je ne sais pas. Par contre, je vois pas mal de patientes avec des complications. C'est qu'on a injecté trop superficiellement, qu'on ne s'est pas injecté, et qu'on a injecté de la graisse mal préparée, et qu'on ne sait pas faire le job. Il nous reste 2-3 minutes pour les questions, donc je vous laisse continuer vos questions. S'il y a des questions plus urgentes, parce qu'on va terminer le live dans 2 minutes. Dans la chirurgie du bas du visage, vous faites quoi exactement? On peut tout faire. On peut faire le plus souvent dans le cou et l'ovale des deep plane facelift, ça veut dire des liftings cutanés et musculaires pour retendre la peau et l'ovale. On peut faire dans le même temps des injections de graisse dans l'ovale. On peut injecter de la graisse dans le cou. Voilà. À quantité égale, quelle est la technique la plus chère, acide ou nanophate? Il n'y a pas de quantité égale avec le nanophate. Je pense que pour l'instant, le nanophate est plus cher parce qu'il faut aller au bloc opératoire, avoir une anesthésie et que tous les frais autour sont plus chers. Mais ça n'a rien à voir, l'acide et le nanophate. Un, on parle de mésothérapie de volume et l'autre, on parle de médecine régénérative. Existe-t-il à l'inverse une lipo du visage? Bien sûr qu'il existe des lipos du visage, on fait des lipos du cou pour dégraisser un visage. Maintenant, moi, j'aime pas enlever les boules de bichat, j'aime pas faire des liposuctions du visage parce que la jeunesse, c'est le volume, et quand on perd son volume, on perd sa jeunesse. Est-ce que le nanophate est efficace pour des cernes héréditaires hyperpigmentées? Oui, oui, oui. Vous pouvez rajouter d'ailleurs qu'il y a des résultats sur votre profil qui peuvent aller voir. Et il y a des résultats sur mon profil Instagram, il y a des résultats sur mon site internet que vous pouvez aller voir de cernes pigmentées traitées au nanophate. Est-ce que la graisse ne risque pas de s'étaler comme l'acide hyaluronique? Non, la graisse, si on la fait bien, elle ne s'étale pas. La graisse, c'est une greffe. Vous savez, on plante les cellules graisseuses dans des petits tunnels qu'on fait, comme quand on va planter du gazon dans des petits trous. Donc la graisse, c'est une technique qui est quand même là depuis 30 ans, que moi je pratique depuis 25 ans, et il n'y a aucun risque. La graisse, elle s'incorpore merveilleusement bien au tissu. Je prends les 2 dernières questions. La solution pour les poches malaires, elle est très compliquée. Ni moi ni le bon Dieu, on connaît, on sait pourquoi il y a des poches malaires et pourquoi il y a de la lymphe. Donc, moi, je préfère faire de la médecine esthétique, injecter un petit peu la vallée des larmes, faire de la cortisone dans la poche malaire pour la tenir le plus longtemps possible. Et quand vraiment les poches malaires sont trop grosses, on retend le muscle orbiculaire, on met de la graisse de part et d'autre de la poche malaire, mais on ne peut pas traiter la cause de la poche malaire parce qu'on ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas avoir de traitement qui ne récidive pas au niveau de la poche malaire. Et c'est pour ça que la poche malaire, c'est un petit peu l'angoisse de tous les chirurgiens du regard. Au bout de combien de temps après une intervention on est apte à sortir? Au bout de combien de temps on est apte à sortir après une intervention? En général, 15 jours, 3 semaines, on est super bien.
Est-ce que vous pouvez peut-être conclure en disant n'hésitez pas à suivre. Voilà, je vais terminer mon live et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et vous pouvez me poser des questions en message perso sur Insta, et j'hésiterai pas à vous répondre, voire même m'envoyer des photos sur mon site internet, et je n'hésiterai pas à vous répondre. Alors, la paupière tombante peut être traitée par l'acide hyaluronique. C'est ma dernière réponse. Surtout pas l'acide hyaluronique, jamais dans la paupière du haut. Ça va toujours très mal se passer, gonfler, faire de l'œdème, et c'est une catastrophe, et il faudra l'enlever. Jamais. Il y a une dernière personne qui vous dit, est-ce que vous arriveriez en vidéo à poser un diagnostic? Bien sûr que j'arrive en vidéo à poser un diagnostic. Je fais ça tous les jours. Et je vois très bien en vidéo. Moi, j'ai un métier où j'ai pas besoin vraiment de toucher, etc. Donc, mes consultations, mes téléconsultations se passent très bien et j'arrive toujours à donner un diagnostic et savoir un devis et savoir tout ce que j'ai à faire en vidéo sans aucun problème. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que ces infos ont été utiles. Merci.